OK. Écoutez, vous n'avez probablement pas entendu parler, puis c'est pas grave, c'est normal. Il s'agit d'un ancien premier ministre suédois, mais qui était très, très, très apprécié et qui était très aimé. Et honnêtement, c'est un très bon premier ministre pour les Suédois. Puis à un moment donné, Christian Page, il a été assassiné par un bonsoir. Il était avec sa femme et il a été tué. D'abord, Christian, bonjour. Bonjour Bernard. Raconte-nous les événements parce qu'il faut que les gens voient pourquoi on leur parle de ça aujourd'hui, là. Oui, c'est assez amusant parce que la description que tu fais nous rappelle un peu l'ère Kennedy, hein, un personnage avec des visions très libérales qui veut essayer de donner un nouveau souffle au pays. Et il faut savoir que Olof Palme, lors de son décès, moi je me rappelle encore quand ça s'est produit. Hein. Beaucoup de gens disent moi je me rappelle quand Kennedy était abattu. Moi je me rappelle ce soir-là, j'étais avec des amis dans un restaurant, on était en train de souper, c'était tard en soirée, et tout d'un coup, je vois le téléviseur qui était au-dessus du comptoir qui dit, voilà, on apprend que Olof Palme a été abattu dans les rues de Stockholm. Et ce Olof Palme, effectivement, c'est ce premier ministre qui donne un peu un nouveau souffle à la Suède. Et ce qui est surprenant, c'est la façon dont il est assassiné. Ça se produit dans des circonstances assez mystérieuses, hein, parce que cet après-midi-là, il avait donné congé à ses gardes du corps. Il rentre à la maison. Son épouse Lisbeth lui dit qu'elle a parlé avec leur fils dans le courant de l'après-midi. Ils ont également parlé avec sa belle-fille et ils ont l'intention d'aller au cinéma. Comme c'est une décision qui est prise à la dernière minute, Olof Palme n'a pas gardé ses gardes du corps, hein, il leur a donné congé. Donc, le couple Palme, avec leur fils et leur belle-fille, vont au cinéma, regardent c'est un film, c'est les frères Mozart, petite comédie légère, et au sortir du cinéma, il est à peu près 23h15, le couple Palme, salue leur fils et leur belle-fille, partent de leur côté, et le fils part de son côté. Quelques minutes après, au moment où il traverse une intersection, un homme arrive derrière Olof Palme, sort un pistolet, lui tire une balle au milieu du dos. Palme s'écroule, l'homme tire également en direction de sa femme, il la blesse légèrement et il s'enfuit en courant. Il y a à peu près une trentaine de personnes à l'intersection qui sont témoins de la scène. C'est incroyable, continue, oui. Et là, et d'autant plus, aucun service de sécurité, là. Et c'est quand même le premier ministre. Donc l'homme s'enfuit en courant, rapidement des gens se penchent sur Palme, on appelle les secours. Quelques minutes plus tard, les ambulanciers sont là, mais Palme va être déclaré mort à son arrivée à l'hôpital, mais il est décédé sur le coup, là. Dès le coup de feu, l'a atteint au milieu de la moelle épinière. Il est mort sur le coup. Sa femme va survivre parce qu'elle a eu qu'une blessure légère et elle va fournir une description, d'ailleurs comme les autres témoins sur place. On parle d'un homme âgé entre 25 et 30 ans avec une espèce de blouson sombre, une casquette ou peut-être une espèce de capuchon. L'homme marche en se dandinant mystérieusement et il est arrivé derrière le premier ministre, a sorti son arme et il l'a abattu sans hésitation. Alors rapidement, tu comprends, Olof Palme s'est fait des ennemis, hein. Il notamment critiquer les services américains, la CIA, le FBI et autres pour leur politique au Moyen-Orient. Il s'en est également pris aux Russes parce que à plusieurs reprises, il a dénoncé la présence de sous-marins russes dans les eaux côtières de la Suède. Il a des politiques très libérales en matière d'immigration, ce qui ne fait pas plaisir à certains groupes extrémistes, notamment les néo-nazis. Et donc, tu vois, il s'est prononcé contre l'apartheid en Afrique du Sud, donc il s'est fait également des ennemis du côté du puissant Pretoria. Donc, on a un bonhomme qui, un peu, encore une fois, comme Kennedy, avec toutes sortes d'idées qui vont un peu révolutionner la pensée, jeter un vent nouveau sur la Suède, et là, voilà qu'il est abattu dans des circonstances nébuleuses. Très rapidement, pour les Suédois, l'affaire Olof Palme va se hisser au même rang que pour les Américains, l'affaire JFK. Donc, on pointe du doigt toutes sortes d'individus, toutes sortes d'organisations souterraines qui auraient pu être responsables du crime. En 1988, les autorités arrêtent un certain Christer Pettersson. Oui. C'est un individu un peu louche, c'est vrai, mais
pour utiliser l'expression, c'est pas le crayon le plus affilé de la boîte. Tu sais, tu comprends? C'est pas le gars qui a inventé bouton à 4 trous. Ouais. C'est un individu marginal, bipolaire, et il est identifié par l'épouse d'Olaf Palme, hein, dans un défilé d'identification. Elle le reconnaît, elle dit, voilà, c'est cet homme que j'ai vu tirer sur mon mari. Oh, ça, c'est important. Ce Christer Peterson va être donc accusé du meurtre. Il va être reconnu coupable, condamné à la prison à perpétuité, mais quelques mois après, il est relaxé par la Cour suprême de Suède, qui juge finalement que les éléments d'accusation étaient inconsistants, à tout le moins pas suffisamment convaincus pour garder ce Peterson en prison. En 1997, on va tenter à nouveau de déposer des accusations contre lui. Sans succès, la Cour suprême de Suède n'ira pas dans ce sens-là. Fait qu'on n'a pas de tueur, on n'a pas d'assassin. On n'a pas de tueur. Donc, encore une fois, on se dit, on a voulu, hein, tu vois, on a un peu le scénario Kennedy, hein. Ce Lee Harvey Oswald, un individu un peu bizarre, qui sert quasiment de bouc émissaire. Et là, exactement la même chose. Ce Christer Peterson qui devient un peu le bouc émissaire dans la mort d'Olaf Palme. Et puis voilà que hier, la Cour suprême le procureur et la Cour suprême conjointement de Suède annoncent qu'ils vont mettre fin à l'enquête sur la mort d'Olaf Palme parce qu'ils ont la certitude qu'ils connaissent maintenant l'identité du tueur. Et c'est pas Peterson. Et c'est pas Peterson, c'est un dénommé Stig Engström. Et ce Stig Engström, il est très particulier parce que lorsque Palme a été abattu, il était sur place. Hein? Il fait partie des témoins qui ont assisté à la scène. Il a été interrogé par les policiers au début, mais curieusement, il a sorti toutes sortes de versions. J'étais parti à mon bureau, je passais par là. Après ça, je passais par là en allant au bureau. J'ai parlé aux gens du bureau avant d'aller là. Ensuite, il raconte des histoires qui sont un peu fantaisistes. Je me suis penché sur Olaf Palme. Il avait été atteint par une balle. Je lui ai levé la tête pour lui permettre de respirer. Tout ça, évidemment, est dénoncé par les témoins sur place. Personne n'a vu Engström faire ces trucs-là. Alors, il passe d'un témoin sur la scène du crime à un personnage d'intérêt. Pourquoi changer son histoire de cette manière? Mais rapidement, et peut-être parce que les autorités avaient trop dans le collimateur ce Christer Peterson, ils vont rapidement écarter ce Engström. Ce qui est la grande erreur. Ce qui est la grande erreur de l'enquête policière. Mais pourquoi en viennent-ils à la conclusion, Christian, là? Pourquoi disent-ils, on est sûr que c'est Engström, puis le fils de Palme a dit, je suis d'accord avec la justice, c'est Engström, c'est lui qui a tué mon père. Pourquoi? Il faut savoir qu'en 2016 et 2018, deux journalistes indépendants l'un de l'autre ont chacun publié un livre sur la mort d'Olaf Palme. Ils ont fouillé dans les archives de police et sont tombés tous les deux sur ce Engström, qui était devenu une figure populaire. Hein? Il multipliait les apparitions après la mort de Palme, il multipliait les entrevues à la télé, expliquant son rôle comme témoin, racontant toutes sortes d'histoires, pointant du doigt, accusant les autorités de pas en faire suffisamment. Or, les deux journalistes ont vérifié tous ces arguments, tous ces alibis pour le soir en question, et peu à peu, il se dégage de cet homme, un individu qui haïssait Olaf Palme et qui a voulu par tous les moyens s'immiscer dans l'investigation, comme le font souvent les tueurs en série, comme le font souvent aussi les tueurs. Pour la faire capoter, pour faire capoter l'enquête. Exactement, pour aiguiller les policiers vers autre chose. Pour l'instant, il faut le dire, les autorités n'ont pas donné beaucoup plus d'informations. Mais en fermant l'enquête, ils disent avoir une certitude à 100% que Armstrong est l'assassin et qu'à quelques reprises, ils y ont réfléchi au cours des dernières années. Le nom est revenu également dans les investigations, mais ils n'ont jamais trouvé de preuves suffisantes pour pouvoir faire condamner ou arrêter l'homme en question. Bon, Christian, là, j'amène Luc dans la discussion. Bonjour, Luc. Salut. Tu l'as connu, Palme? Tu l'as suivi? Oui. Je veux dire, l'as-tu déjà rencontré en personne? Oui. Il était très ami avec Pierre-Éliott Trudeau. Hein. Il se respectait énormément. Lui et Helmut Schmidt aussi, c'était pas mal tout. C'était cette époque-là. Ouais. Et Palme, c'était la social-démocratie, très à gauche. Très aligné vers la gauche, en politique étrangère, en politique intérieure, de toutes les façons. C'était un politicien avec un certain charisme, même un charisme évident. Oui. C'était un gars extrêmement intelligent en entrevue, je l'ai déjà vu en entrevue. Et moi, j'écoute cette histoire que Christian vient de raconter, qui est extrêmement intéressante, et je me pose encore la question. C'était quoi le motif? Pourquoi il a fait ça? Bonne question. Et j'allais justement te dire la même chose, Luc.
c'est sûr que cette histoire-là, le fait qu'on présente aujourd'hui un homme, parce qu'il faut le dire, ce Armstrong, il est décédé en 2000, il s'est suicidé à l'âge de 66 ans. Alors tu comprends, pour les théoriciens du complot, exactement comme dans l'affaire Kennedy, on va toujours trouver le moyen de dire c'est quand même nébuleux. Ça devient comme facile. La première fois, on arrête un individu qui est un peu désaxé, et la deuxième fois, on pointe du doigt un homme qui est déjà mort depuis 20 ans. Mais ça peut pas faire autrement que susciter un petit doute quand même, là. Je veux dire, il faudrait qu'on comprenne pourquoi il aurait fait ça. C'est pour ça que cette fois-ci, j'ai vu hier leur conférence de presse, tout ça, je les crois pas. C'est vrai que ils n'ont pas fourni beaucoup d'informations. C'est-à-dire qu'on pointe du doigt ce Armstrong, on nous dit c'est un individu qui avait confié à des proches qu'il détestait Olaf Palme, qu'il était contre ses politiques. Mais à ce niveau-là, on pourrait, il y a des millions de gens qui pourraient être les suspects, là, des gens qui n'aiment pas les politiques du gouvernement en place. Ça ne fait pas d'eux des assassins. On n'a pas retrouvé l'arme utilisée. On sait que c'est un 357 Magnum, qui est une arme très populaire. Et très puissante. Et très puissante. Oui, très puissante. Mais on n'a pas trouvé d'arme de calibre 357 enregistrée au nom de Armstrong. Donc, il y a quand même des éléments sur lesquels il faudrait que les autorités, le parquet de Suède, de Stockholm, nous donnent comme information pour faire taire les théories du complot, parce que je crois que cette simple annonce qu'ils ont faite hier est très loin de répondre à toutes les questions. Mais c'était presque le crime parfait, hein? Et c'est pour ça que moi, mais Luc, le crime parfait, t'as une centaine de témoins, tu dis, Une trentaine de témoins. Une trentaine de témoins. Oui, Luc, mais la c'est façon quand même étonnant. C'est quand même mais étonnant. Bernard, la façon dont ça a été exécuté, c'est que ces 30 témoins-là ont pas nécessairement une mémoire extrêmement précise de ce qui s'est passé, parce que l'état de choc, écoute, t'as vu comme moi les films du parrain, là. Oui. Quand ils veulent assassiner quelqu'un dans la mafia, ils rentrent directement dans un lieu public, ils tirent puis ils s'en vont. Les gens se rappellent plus de leur tête, leur face, leur ci, leur ça. Alors, dans ce sens-là, ça a l'air d'un crime parfait, ça a l'air de quelqu'un qui était un hitman, un tueur à gages, qui attendait son tour, puis bang! Ça s'est fait un peu avant minuit, hein, le 28 février 86, donc il fait noir, là. Hein? Ouais. Et il faut savoir que cette façon de faire, hein, cette exécution publique, c'est une technique qui a été souvent utilisée notamment par le KGB, les hommes du Mossad. Exactement. On se rappelle par exemple Gérald Bull, par exemple, il avait été abattu par les hommes du Mossad de cette manière-là. On a frappé à sa porte, il ouvre la porte, merci, bang bang et bonsoir. Donc, on a l'impression qu'on assiste ici à un meurtre bien orchestré, fait par un professionnel. Oui, ça a l'air de ça, oui. Alors qu'Engstrom n'est pas un professionnel du crime, là. Pas du tout, hein. C'est un type qui faisait du design. Donc, on lui connaît pas de crime particulier. Alors qu'ici, on a l'impression, effectivement, d'une exécution réalisée de main de maître. Et comme tu le dis, Luc, dans le chaos qui a suivi les coups de feu, l'homme s'est simplement éloigné en courant et merci, bonsoir. La description est tellement vague. Un homme d'1m75, 1m80, cheveux foncés, avec un vêtement. C'est un classique, là. C'est un classique. OK. C'est intéressant. C'est très intéressant. On verra si ça met fin à l'histoire. Honnêtement, moi, je regarde cette affaire-là, là, puis je trouve que ça a l'air d'un aveu d'échec de la part de la justice suédoise qui est pas capable de trouver. Alors, elle décide que c'est fini, puis on l'a trouvé, c'est lui. On fait sortir le fils qui dit c'est lui, puis on se croise les doigts que ça va être la fin de l'histoire. Ça tombe bien, il est mort. Ouais, tu sais, Bernard, ça tombe bien, l'enquête sur Olaf Palme, c'est la plus longue et la plus coûteuse du gouvernement suédois. De l'histoire. De l'histoire de la Suède, là. Donc, il fallait mettre un terme peut-être à cette hémorragie. Les coûts étaient astronomiques. Et là, ben voilà, on a un parfait suspect, un homme qui à plusieurs reprises est réapparu dans la liste des suspects. Il est décédé il y a 20 ans. Merci, bonsoir. Et ses lèvres sont scellées, alors on peut dire n'importe quoi. Les morts ne parlent pas. Christian Page, enquêteur du paranormal notamment, là. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Bernard. Salut, Christian. Merci, Luc. On se reparle demain. À demain. À demain.